Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Illuminations pédagogiques. Un podcast présenté par l'Action 3 du projet HIL qui s'intéresse à des pédagogies brillantes. Meir, c'est quoi? HIL, c'est un projet qui a pour vocation de former les ingénieurs en agroalimentaire de demain et de les accompagner dans le développement d'aliments innovants éco-conçus en s'appuyant sur des ressources et outils pédagogiques innovants. Je suis India, ingénieure pédagogique sur le projet HIL basé à Oniris, à Nantes. Je suis Alban, ingénieur pédagogique sur le projet HIL basé à l'Institut Agro-Dijon. Aujourd'hui, nous mettons en lumière la classe puzzle avec nos invités du jour, Thomas Krogeneck, enseignant-chercheur en physico-chimie et technologie alimentaire, et Sylvie Fortin, enseignante-chercheuse en biologie cellulaire et moléculaire. Ils sont tous deux enseignants à l'Institut Agro Rennes-Angers et ont expérimenté la classe puzzle. Première question, pouvez-vous déjà vous présenter? Donc Thomas Krogeneck, enseignant-chercheur en sciences des aliments à l'Institut Agro Rennes-Angers. Et Sylvie Fortin, professeure agrégée, enseignante essentiellement en prépa intégrée, à l'Institut Agro aussi, en cursus alimentaire. Est-ce que vous pouvez me définir qu'est-ce que la classe puzzle ? Pour moi, la classe puzzle, c'est le fait de faire travailler les étudiants sur des documents ou des informations différentes. Dans un deuxième temps, ils vont pouvoir assembler les différentes informations qu'ils ont trouvées dans des groupes séparés pour avoir un schéma bilan ou en tout cas une vue plus globale d'une information. Est-ce que vous pouvez me donner les avantages et les inconvénients de la classe puzzle? Alors les avantages de la classe puzzle, donc il y a un travail coopératif, d'une co-construction en fait sur un sujet donné. Ça permet également aux étudiants de travailler en petits groupes et ça leur permet aussi de présenter devant l'ensemble de la promotion sur ce dont ils ont travaillé. Et dans mon cas, le fait de travailler sur des documents différents, ça me permet de faire de la différenciation, c'est-à-dire que les documents auront des niveaux différents et les étudiants, selon justement leur capacité d'analyse, d'intégration, pourront avoir des documents plus ou moins difficiles. Ça me permet de les faire travailler par petits groupes et de les forcer un petit peu, j'ai envie de dire, à s'exprimer face aux autres, toujours en petit comité. Donc les individus qui sont plus timides, c'est plus facile pour eux de s'exprimer quand ils sont dans un groupe de 3 ou 4 que face à la promo complète. Les inconvénients, c'est si on leur donne les documents dans la séance, c'est d'être sûr que les documents ont été bien compris, bien intégrés avant qu'ils soient transmis aux autres. Donc le professeur ou l'enseignant-chercheur doit courir un peu plus de groupe en groupe pour aller vérifier que tout a bien été compris. Donc vous faites des groupes de niveaux ou vous mélangez les niveaux dans le même groupe? Alors, comme c'est une classe puzzle, dans un premier temps, ils ont chacun, je peux prendre un exemple concret je leur ai fait travailler sur le métabolisme de la mitochondrie, ce que je trouve très indigeste si on le transfère comme ça d'un seul bloc en CM, on va dire. Donc, j'ai fait le choix de faire 4 documents différents avec des niveaux de difficulté différents. Et au début, j'ai 4 groupes différents qui vont travailler sur ces quatre parties différentes dans l'espace de ma mitochondrie, avec une consigne commune qui est de retrouver les molécules rentrantes, les molécules sortantes à chaque fois, et un code couleur aussi imposé, parce que à la fin, je me suis amusée à découper. Donc là, j'ai poussé le vice jusqu'au bout, c'est-à-dire que ma mitochondrie, elle est vraiment découpée en forme de puzzle. Et quand ils se retrouvent après un membre de chaque groupe tous ensemble, ils reconstituent le petit puzzle et ils ont leur mitochondrie complète avec des molécules qui ont les mêmes couleurs. Je sais pas, si je prends l'ATP par exemple, eh bien on va retrouver l'ATP en rouge partout sur le schéma et ça permet une continuité et de raconter une histoire du début jusqu'à la fin du métabolisme de ma petite mitochondrie. Donc d'abord des groupes qui sont homogènes finalement par leur niveau pour chaque document, mais à la fin on se retrouve avec des groupes hétérogènes puisqu'on va avoir un étudiant de chaque document qui va se rencontrer sur la phase assemblage de puzzle. Depuis combien de temps vous expérimentez depuis combien de temps la classe puzzle et avec quel public Nous, on travaille avec des étudiants qui sont de niveau L3. On travaille sur de la chimie analytique et on les fait travailler sur donc différentes techniques analytiques sous le principe de la classe puzzle. Donc, pour préciser ce que disait Sylvie tout à l'heure, on travaille sur 4 techniques analytiques différentes. Donc, on a réparti la promotion en 4 groupes, donc des groupes qui sont faits complètement au hasard.
On leur donne des documents, mais les documents fournis sont assez succincts, on va dire. On essaye surtout de leur faire se remémorer un petit peu ce qu'ils ont pu avoir comme connaissance sur les techniques analytiques, parce qu'ils ont déjà pratiqué souvent en première année. Ils ont pu les pratiquer également lors d'un stage en début d'année L3. Et on positionne ce cours-là avant le M1, parce qu'ils commencent leur année de M1 par souvent un stage en laboratoire où ils vont utiliser des techniques analytiques. Et donc dans cette classe puzzle, donc on répartit les étudiants en 4 groupes. Chacun en fait a des connaissances, échange sur ce qu'ils connaissent de la technique. Et l'enseignant est plutôt là pour faire des liens entre les traits d'union de connaissances qu'ont chacun des étudiants. Et l'objectif, au final, c'est de former un groupe d'experts sur une technique analytique et qui viendront expliquer leur technique aux 3 autres groupes. Moi, je le fais plutôt en L1, donc en ce qu'on appelle le cursus prépa intégré. Et ça fait 5 ans que je fais cette technique-là. Et j'aime bien leur demander à l'issue de la séance comment ils ont trouvé cette séance qui est un peu particulière. Ce qui revient toujours, c'est au début un petit peu la peur parce qu'ils sont face à un document complètement nouveau et donc il faut découvrir plein de notions. Et à la fin, content parce qu'une fois que tout est assemblé, tout se met en place. Et c'est assez magique, moi je trouve justement le déclic qui va se passer à un moment donné de se dire « Ah oui, mais ça vient de là ». Donc voilà, ça marche bien. Et j'avoue que j'en fais une autre alors je sais pas si c'est 100% une classe puzzle, mais c'est un speed dating. Et donc j'ai encore une fois 4 documents différents qui vont travailler toujours en groupe d'experts comme tu le disais. Sauf que cette fois-ci, au lieu de tous se rencontrer ensemble et d'échanger, ils vont se retrouver en binôme. Et donc, le groupe A va donner les idées qu'il a trouvées dans son document au groupe B. Le C et le D en parallèle vont faire la même chose et après on va inverser. Et donc, comme dans un speed dating, il va y avoir des phases où ils vont changer de partenaire jusqu'à avoir entendu les 4 finalement informations des 4 documents différents. Et en travail individuel, je leur demande cette fois-ci, la phase de puzzle, elle est là, et c'est de me faire une carte mentale sur les différentes techniques d'analyse d'un gène. Enfin, de méthode d'étude d'un gène plutôt. Ouais, donc nous, on a expérimenté pendant 2 ans sur ce sujet-là. On a de très bons retours des étudiants, donc on va le poursuivre sur cet enseignement-là et aussi on va l'étendre sur un autre enseignement qui est en lien avec des TP pour des questions de budgétaires, mais aussi de disponibilité de temps sur l'emploi du temps. Les étudiants en fait sont aussi répartis en groupes, ils feront chacun un TP différent. Donc, ils deviendront experts de leur transformation. Donc, on va avoir une transformation, par exemple, ça va être sur les produits laitiers, les produits carnés, les boissons végétales, la boulangerie, la viennoiserie. Et ensuite, on répartit les groupes d'experts, on rescinde ce groupe en 4. On fait des sous-groupes et chaque sous-groupe ira présenter à les autres sous-groupes qu'on aura constitués dans les TP leur fabrication en essayant de ressortir les points essentiels à retenir sur cette transformation-là. Et lorsque vous mettez la classe puzzle en place, est-ce que c'est à chaque séance ou une séance dédiée? Est-ce que ça arrive au début, au milieu, à la fin? Alors moi je pense que la meilleure pédagogie c'est celle de la diversité, donc je ne fais que 2 classes puzzle au cours de l'année. Une que je viens de faire, je l'ai faite la semaine dernière, donc ça fait quoi? Ça fait le milieu du semestre du premier semestre, on va dire. C'est celle sur la mitochondrie et il y en a une autre qui va venir à la fin du premier semestre sur la génétique. C'est en format speed dating, mais c'est les 2 seules que je fais dans l'année. Pour la partie chimie analytique, donc c'est une classe puzzle qui intervient en fait au milieu du module. Il y a d'abord un cours d'introduction. Il y a un certain nombre d'enseignements qu'il y a avant cette classe puzzle. Il y a la classe puzzle et puis après il y a des TD qui permettent de compléter ce qui a été vu. Ok. Vous avez déjà un peu venu dessus, mais sur la répartition des rôles, donc vous faites ça aléatoirement, du coup, j'ai cru comprendre. Moi c'est par niveau, systématiquement. Par niveau. Mm. Ok, par niveau systématiquement. Et comment vous déterminez les niveaux des élèves? Est-ce qu'il y a un test de positionnement avant? Est-ce qu'ils y vont tout seuls? Est-ce qu'ils s'auto-positionnent? Non, là cette fois-ci, c'est le premier examen en fait qui me permet de voir ceux qui sont en difficulté, qui ont du mal à faire des analyses de documents tout seuls et puis ceux qui sont en grande autonomie.
Et donc, je vais faire mes groupes selon leurs résultats. Alors bien évidemment, il n'y a pas que les résultats, il y a aussi les interactions que je vais avoir en cours avec eux avant, qui me permettent de les positionner. Mais c'est moi qui choisis les groupes de niveau. Nous, c'est une répartition aléatoire, à la fois pour les groupes, former les groupes d'experts, et à la fois les sous-groupes, quand chaque sous-groupe ira expliquer à un d'autres sous-groupes leur technique analytique. On a choisi les techniques analytiques de manière à ce que il y ait 2 techniques séparatives, chromatographie, électrophorèse, et 2 techniques spectroscopiques. Comme ça, quand un sous-groupe présente, il y a toujours un autre sous-groupe qui a vu une technique qui est assez semblable et qui peut très facilement rebondir par rapport à des questions, trouver des points de commun ou éventuellement des éléments de divergence qui permettent d'animer la discussion. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez observé des différences d'implication entre les étudiants, entre les groupes? Est-ce que l'implication est différente lorsque vous faites la classe puzzle que une classe, on va dire, plus basique? Alors forcément, si on leur donne bien les règles du jeu au début et qu'ils savent que, moi, ils ont chacun une petite pièce de puzzle qu'ils remplissent et qu'ils vont devoir apporter à leur autre groupe. Donc déjà, le fait d'avoir cette pièce de puzzle dans les mains et de devoir la compléter, et puis je vais passer derrière pour vérifier qu'ils ont bien tout compris, ils se sentent obligés de s'investir parce qu'ils savent qu'ils vont devoir l'expliquer tout seuls aux copains. Et le fait finalement de devoir s'exprimer seul et de pas avoir de se cacher derrière un autre, oui, ils sont forcément tous beaucoup plus impliqués. Donc ça marche vraiment très bien. Oui, il n'y a pas tellement de passagers clandestins. Pas parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, on a réparti la classe en 4. Donc, chacun travaille sur une technique analytique, hein, dans mon cas. Et donc, la phase de co-construction, en fait, elle se fait, alors nous, on a des groupes, ils doivent être entre 12 et 15. Voilà, elle se fait pendant à peu près 1 heure. Et après, les étudiants se répartissent en sous-groupes de 3 ou 4. Et là, en fait, ils préparent plus personnellement ce qu'ils vont restituer aux autres groupes. Et là, quand on est à 3 ou 4, on est obligé, globalement, de s'investir. Autrement, ça se voit lors de la restitution, quoi. Sur le speed dating scientifique, c'est pareil. En fait, comme ils vont chacun devoir expliquer leurs documents à leurs camarades, ils sont vraiment obligés de le travailler, sachant que la consigne, quand ils sont en groupe d'experts, c'est d'être capable de faire une synthèse de ce document en 2 à 3 minutes. Donc c'est l'idée aussi de leur faire travailler le flux de parole continu, sans tous ces tics de langage qu'on entend partout, les en gros, les du coup, enfin voilà. Donc je travaille aussi la méthodologie. Et donc ils vont être obligés de s'entraîner aussi à verbaliser finalement toutes les informations sur le document parce qu'ils n'ont pas le droit de montrer le document. Tout doit passer par la phase orale. Est-ce que la classe puzzle, elle est adaptée à toutes les disciplines? Est-ce que on pourrait imaginer une classe puzzle en des matières vraiment très éloignées des vôtres, par exemple? Je pense effectivement que c'est adapté à tout un tas de matières différentes. D'ailleurs, au départ, quand je me suis renseigné dessus, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait et il y en a qui pratiquent ça en cours de français, cours d'histoire, donc très éloigné de nos disciplines et ça a l'air de se passer très bien aussi pour ce type d'activité. Je vais même aller plus loin, c'est que enseignante aussi en lycée ou en collège, ça se fait aussi très très bien sur des petites classes. Donc oui, ça s'adapte à tout public à partir du moment où les documents sont bien travaillés ou la consigne est bien formalisée. Et d'ailleurs, quel conseil donneriez-vous à un enseignant pour la mise en place d'une classe puzzle? Souvent, quand moi j'avais présenté un petit peu à mes collègues les différentes façons de travailler, on me dit: «Oh là là, mais ça prend du temps». Parce que oui, il faut peut-être travailler un peu plus ces documents en amont, réfléchir un peu plus à ces consignes. Le conseil, c'est de pas hésiter à se lancer parce que peut-être qu'on a l'impression que ça va prendre un petit peu de temps dans la préparation, mais derrière, on a aussi un gain de temps après et une façon de travailler auprès des étudiants qui va être différente. On est plus proche d'eux à ce moment-là. On va plus aller les voir que si on est derrière notre bureau à faire un cours magistral. Oui, sur les temps de préparation, je pense qu'il n'y a pas de gain par rapport à un cours magistral, mais par contre, dans la relation à l'étudiant, il y a quand même un gros effet positif. On voit plus facilement leurs difficultés. Ça permet de corriger plus facilement des erreurs et donc je pense que sur le long terme, on peut dire que c'est un gain de temps parce que on n'a pas besoin de revenir 50 fois avec les mêmes enseignements et s'apercevoir que d'année en année, ils comprennent toujours pas exactement les mêmes choses. Si un enseignant veut se lancer, si ça l'intéresse, vous pourriez lui conseiller la classe puzzle.
Je sais plus qu'est-ce que je t'ai dit. Je l'ai fait pour Thomas à un moment donné, j'ai dû le conseiller. Je sais plus ce que je t'ai raconté. Non, mais je me rappelle plus non plus. Mais en fait, c'est pas compliqué à mettre en Non. place. C'est une façon différente d'enseigner. Donc, comme disait Sylvie précédemment, c'est en multipliant les expériences d'enseignement, généralement que on arrive à capter les étudiants. Donc, je pense que c'est quelque chose qui s'insère bien assez facilement dans pas mal de modules, je pense. Moi, je le conseillerais assez facilement. Peut-être le conseil, c'est justement quand on a trop d'informations à donner et qu'on sent que l'étudiant peut saturer, bah, c'est peut-être le moment de le morceler en petites pièces de puzzle. Et après, vraiment, quand on peut, je trouve que de travailler sur la différenciation, c'est-à-dire de connaître ses étudiants et d'essayer de faire des documents à niveau différent, c'est très intéressant. Pour moi, c'est un point fort de la classe puzzle, c'est justement cette différenciation et le fait de pouvoir passer plus de temps avec certains étudiants qu'avec d'autres qui ont moins besoin de nous. Vous avez vu des effets positifs, notamment pour les étudiants où le niveau était peut-être un peu moins que les autres? Oui, oui, je pense que le premier effet positif, c'est le déblocage. Parce que souvent, quand un étudiant il est tout seul face à un document et qu'il le comprend pas, il va pas le dire, il va pas le montrer. Là déjà, le fait d'être en petit groupe, alors moi j'ai une promo moins grande qu'eux, donc j'arrive à faire des groupes de 4 à 6. Cette année, c'est en voyelle, hein, ils sont que 4 par groupe, donc c'est très très bien. Et vraiment, il y a cet esprit de collaboration déjà entre eux. Le fait d'expliquer les choses, qu'ils se forcent à verbaliser ce qu'ils comprennent ou pas et aussi à transmettre une information, bah, ça les fait progresser. Donc c'est un effet immédiat. Ok. Est-ce que vraiment il peut y avoir des obstacles dans la mise en place ou des réticences même de la part venant d'étudiants? Est-ce que vous avez eu, vous, des obstacles en mettant en place cette pédagogie-là? Ou est-ce qu'il y a des obstacles qu'on pourrait imaginer, des réticences à mettre cette pédagogie-là en place? Alors la réticence au niveau des enseignants, c'est justement le temps de préparation. Alors ça va dépendre des formats, puisque ce que présentait Thomas, finalement, c'est beaucoup les étudiants qui y travaillent. Donc oui, finalement, j'imagine qu'il n'y a pas trop de problèmes. Dans mon cas, c'était vraiment de réussir à partitionner de façon équitable, entre guillemets, dans le temps de travail, selon le niveau des étudiants, toute l'information que j'avais envie de transmettre sur ma fameuse mitochondrie. Donc ça, c'est la difficulté. Et puis de bien mettre du lien entre chaque document pour qu'ils comprennent le sens de cette classe puzzle. Parce que là, je voulais vraiment assembler des notions entre elles pour apporter une notion complète à la fin. Donc ça, c'est la difficulté côté enseignant. Côté étudiant, c'est peut-être la frustration des fois de pas voir le professeur tout de suite disponible pour lui parce que des fois je suis assise à la table avec un groupe d'experts qui va avoir un peu plus de difficultés et je vais pas arriver immédiatement de l'autre côté. Donc il faut réussir à se répartir le temps pour chaque groupe d'étudiants et en même temps vérifier que tout le monde travaille bien sans être sur leur dos en permanence. Mais c'est vraiment sur la frustration de se dire, je me sens abandonnée face à mon document, je comprends rien, je reste braquée et donc c'est à nous de veiller à pas les laisser en difficulté. Est-ce que vous avez eu des retours concrets d'étudiants, des témoignages? Bah, c'est ce que je disais, moi je leur demande toujours ce qu'ils en pensent parce que ça peut paraître étonnant, mais je suis toujours un peu frileuse. J'adore faire ça, mais je me demande toujours ce qu'ils vont en penser quand on leur fait faire des choses un petit peu différentes. Et donc systématiquement, je leur demande ce qu'ils en pensent. Souvent, c'est les mêmes retours. C'est au début, on savait pas trop où on allait, on était un petit peu perdu parce que c'est vrai que comme on n'a qu'une portion de l'information et qu'on n'a pas la vision globale, bah des fois c'est compliqué. Ça peut les perturber un petit peu, mais une fois que tout est assemblé, et ben là ils me disent ah non mais en fait c'est trop bien. Et quand je leur demande vous auriez préféré ça, alors elle est facile, hein, ma question elle est peut-être orientée, tant pis, mais ça ou un cours magistral là-dessus, bah forcément que ils préfèrent ce côté collaboratif et le fait de s'approprier beaucoup plus les documents que un cours descendant. Ouais, donc c'est exactement la même remarque, c'est-à-dire que nous, les étudiants, on leur demande effectivement qu'est-ce qu'ils pensent de l'enseignement et souvent, alors ils connaissent les classes puzzle parce qu'ils ont déjà eu en L1 en particulier avec Sylvie, mais par rapport au L3, c'est pas une forme d'enseignement qu'il y a réellement, donc ça change avec les modes d'enseignement traditionnels. Pour ça, ils apprécient, ils nous le disent, hein, qu'ils apprécient bien cette forme-là qui est différente. Ça rompt avec la routine de l'enseignement type descendant qui est quand même majoritairement encore dans nos formations.
Ok. Est-ce qu'en parallèle de la classe puzzle, vous utilisez d'autres pédagogies spécifiques au cours de l'année? Là, je sors d'un TD et on a fait un escape game sur le chloroplaste avec Geniali. Moi, j'avais testé classe inversée à une période. Je préfère le rendu et l'implication des étudiants sur la classe puzzle. Après, c'est très personnel, mais Quand je fais de la classe inversée, j'en fais en fait assez régulièrement. Le truc, c'est que le travail qui doit être fait seul, il doit pas être trop compliqué. Et souvent, c'est pour revoir une notion qui a déjà été vue. Donc, comme moi, ce sont des L1, ils sortent du lycée. Et souvent, je vais leur demander, j'ai fait des diapos assez simples, où je vais avoir un schéma bilan à construire sur des notions qui ont déjà été vues. Donc, c'est plutôt de la remédiation, revoir des connaissances. Et il faut que la tâche, elle soit simple et courte. Et elle va me permettre d'aller plus loin dans ce que je vais faire ensuite. Donc, je sais pas, j'en fais un sur par exemple, je fais un TP sur les déplacements de l'eau à l'échelle de la cellule, de la membrane ou de l'organisme. Et donc, je leur demande de revoir les propriétés d'osmose qu'on a vues en cours. Et donc ça sera mon petit bout de classe inversée où ils doivent remobiliser des choses pour aller plus loin ensuite. Je fais pas mal de jeux de révision aussi. Donc, j'ai un cranium, un trivial poursuite. C'est diversifié. ah oui, Sylvie a fait beaucoup de trucs très diversifiés. Mon placard est plein de trucs. Ce sont que des jeux, c'est cool. Non, des fois je fais des CM. Mais oui, mon placard est plein de jeux fait maison. Comment on fait une évaluation pertinente en classe puzzle? Est-ce qu'il y a des manières que vous utilisez qui vous paraissent plus intéressantes? J'ai entendu que apparemment il présentait aux autres, c'est ça? Oui. Il y a toute une notion d'oral en fait. C'est ça, il y a au moins une évaluation de la prestation orale d'un groupe d'étudiants lors de sa présentation. Autrement, ça rentre pas dans l'évaluation. C'est une forme pédagogique dans un module d'enseignement et donc il y a une évaluation qui est autre, qui intègre ça, mais qui est pas spécifiquement là-dessus, à part la prestation orale des étudiants. Moi, je ramasse les cartes mentales. J'évalue les cartes mentales qui sont faites à l'issue du speed dating sur la génétique et puis éventuellement les schémas bilans de mitochondrie pour ceux qui le veulent sur la première. Mais sinon, en fait, c'est plutôt une évaluation formative que je fais, c'est-à-dire que je vais les aider à se corriger ou à s'auto-corriger sur la prestation orale qu'ils font au moment où ils transmettent l'information dans le petit groupe, mais je vais pas ressortir avec une note. Donc là, c'est l'évaluation de compétences, mais juste sur un niveau de compétence. Est-ce que tu as bien compris les documents? Est-ce que tu les as bien transmis? Est-ce que c'est transmissible ensuite? Mais je vais pas aller plus loin. Dans la classe puzzle, ils deviennent experts, une partie du cours, etc. Mais comment faire pour que les étudiants s'approprient tout le cours? Et est-ce que vous avez eu ce souci de ils connaissent bien leur partie, mais par contre les parties des autres, c'est plus bancal? Alors moi, depuis l'année dernière, donc je les laisse travailler au début sur cette phase où ils sont tous mélangés selon les groupes pour construire le schéma bilan. Et après, je fais une correction orale. Et donc, je leur demande de raconter l'histoire du début de la mitochondrie jusqu'à la fin, mais cette fois-ci en interrogeant des personnes qui n'ont pas eu le document dans les mains pour voir s'ils ont bien compris les informations qui leur ont été transmises. Et ça marche super bien. C'est très sympa à faire, je trouve. Il y a sans doute effectivement une meilleure connaissance d'un des sujets traités que des sujets pour lesquels ils ont été apprentis. Parce qu'en fait, on forme des groupes d'experts et après, il y a des groupes d'apprentissage. C'est-à-dire qu'un groupe d'experts passe l'information à des groupes qui sont là pour écouter. Alors, il y a quand même... on laisse toute une partie, nous, d'échange entre les étudiants pour que, effectivement, tout le monde essaye de s'approprier la technique qui n'a pas travaillé. Mais bon, je pense malgré tout que les groupes d'experts connaissent mieux, effectivement, sur quoi ils ont travaillé que les autres thématiques, mais c'est pas vraiment un problème. C'est nous, ce qu'on voulait leur montrer, c'est qu'ils ont déjà pas mal d'éléments de base sur lesquels ils peuvent commencer à construire, qui peuvent trouver la ressource pour compléter leur information et qui sont en mesure derrière d'expliquer ça. Ils ont travaillé sur une technique, mais ils pourraient très bien le refaire sur une autre technique à n'importe quel moment. Par exemple, quand ils sont en poste, on doit leur demander d'expliquer à un nouvel arrivant le fonctionnement d'une nouvelle machine. Voilà, même s'ils l'ont pas vu, ils peuvent très bien se rappeler en fait un certain nombre de notions dessus, se documenter et puis après faire une présentation assez simple. Dans leur espace court, moi, ils ont aussi tous les documents
à disposition. Donc, à la fin de cette phase de travail, s'ils ont envie de revenir sur un document qu'ils considèrent ne pas avoir bien compris ou qu'ils ont envie de le relire, ils ont tous les documents à disposition et la correction de la mitochondrie. Oui, pour nous aussi, en fait, les documents qu'on transmet au départ, même s'ils sont assez succincts, tout le monde y a accès. Pour un enseignant qui souhaiterait mettre en place une classe puzzle, est-ce qu'il y a en fait éventuellement par rapport à du transmissif, un cours magistral, une réduction de l'ambition, de la quantité d'informations à transmettre, à gérer ou pas par rapport en fait au travail de l'étudiant qui va être forcément plus lent à compiler les informations que si on lui transmettait tout un tas d'informations directement. Et est-ce qu'il y a une modification de la consolidation des apprentissages, cette méthode versus du transmissif? Ouais, c'était savoir s'il y avait en fait, pour l'enseignant une différence finalement d'ambition, d'information à transmettre? Alors moi, j'ai l'impression que le fait qu'ils découvrent les notions dans les documents, finalement, on leur demande plus de travail que si je leur avais donné le cours et eux, ils ont juste écouté, pris des notes éventuellement et puis souvent aussi récupéré les notes des années précédentes. Donc, je trouve que finalement, on les fait travailler plus. Surtout qu'à la fin, quand ils doivent assembler toutes les informations, il y a ce travail d'agrégation d'informations qui est fait et qui est important. Donc moi, je pense qu'à l'inverse, c'est pas prémâcher le travail et c'est pas leur simplifier la tâche. J'ai ramené les documents, mais vous les voyez pas. Mais vu la quantité que je leur donne, je pense que j'ai pas diminué la quantité d'informations que je voulais transférer, à l'inverse. OK. Et il y avait autre chose. Et c'est savoir si vous voyez les différences de consolidation d'apprentissage entre cette méthode et puis du transmissif plus classique. Alors moi, cette partie-là, elle est vraiment indigeste en cours. Donc je pense que vraiment, c'est bénéfique pour eux. Souvent, j'ai choisi des parties que je trouve indigestes et où je me dis, mais si j'avais un TD, qu'est-ce que je ferais avec? Je vais pas lire un poly, ça sert à rien. C'est plutôt à eux de découvrir les choses, mais tout d'un coup, ça va être trop lourd. Il y a une forme de hiérarchie aussi de l'information. En fait, ils sont obligés de ressortir l'essentiel. Donc peut-être que dans un cours transmissif, on donne l'information essentielle, mais on donne aussi peut-être beaucoup de détails, beaucoup de choses qui sans doute importantes, mais peut-être pas si essentielles que ça. Donc je pense qu'il y a quand même malgré tout une forme de sélection, mais c'est eux qui, par leur chemin logique aussi, préfèrent retenir ces éléments-là. Je pense que l'information retenue par les étudiants concerne vraiment l'essentiel du cours. Mais on les a aidés à traiter l'information. Oui, en fait, comme on passe dans les groupes, on est là pour répondre plutôt aux questions. J'ai l'impression qu'il leur manque quelques éléments pour faire des liens qu'ils ont déjà. C'est dans ce côté-là qu'on a une plus-value, en fait, mais c'est globalement eux qui construisent le cours. Moi aussi, au moment de l'assemblage, ces liens-là, ils sont plus forts. Nous remercions encore une fois nos invités du jour pour leur éclairage et leur disponibilité. Pour en savoir plus sur le projet IL, n'hésitez pas à regarder notre page LinkedIn. À très bientôt pour plus d'illumination pédagogique.